parlé abondamment de ces fameux droits économiques et sociaux qui donc s'opposent, ou complètent, mais dans leur définition ne sont pas synonymes d'une autre catégorie de droits qui sont les droits, on va dire, civils, enfin les droits qui sont acquis dans les démocraties, le droit de prendre la parole et des choses comme ça. Et effectivement, on nous disait tout à l'heure, effectivement, pendant la guerre froide, les droits économiques et sociaux apparaissaient comme des droits communiste, on va dire, terroriste, communiste. Alors, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'il y a une très bonne citation de Roosevelt qui, dès 1944, lui affirme que ces droits économiques et sociaux sont essentiels si on ne veut pas retourner à des dictatures. Donc, on voit bien que la position des États-Unis ont beaucoup évolué entre 1944 et les années 70, au moment où commence la révolution néoconservatrice, voilà, grâce à la guerre froide. Donc, ce point, je crois qu'il faut le souligner, et donc ça nous interpelle aussi, on le voit bien, à travers un thème qui était le droit à l'alimentation, on finit par parler du salaire minimum, de la question du genre, et donc un sujet qui paraît à ce moment-là illimité. Donc je pense que ça vaudrait la peine un peu de discuter de cette question, en quoi les droits économiques et sociaux impliquent une attitude différente de l'État. Enfin, je synthétiserai ce que j'ai lu en disant les premiers droits, on demande à l'État de ne pas agir, c'est-à-dire de ne pas vous empêcher de donner votre avis, ne pas vous empêcher d'avoir une activité économique. Et dans la seconde catégorie de droits, on demande à l'État d'agir. Et évidemment, c'est pas la même définition de l'État, il lui faut des moyens coercitifs éventuellement. Et donc derrière ça, il y a une réflexion sur l'État. Et je crois que ce serait intéressant que vous réagissiez peut-être aussi sur la manière dont vous voyez les différents États évoluer, puisqu'on a bien illustré le fait que quand les États sont défaillants, évidemment, ce type de droits sont difficiles à faire appliquer. Donc il y a toute une réflexion derrière. Alors, deuxième chose qui m'avait beaucoup intéressé dans le livre, c'était de dire que le droit à l'alimentation, c'était le droit à avoir accès à une alimentation ou aux moyens de la produire, de se la procurer. Et si je regarde un peu l'histoire, j'évite Rome par exemple est passé dans les années 100 avant Jésus-Christ jusqu'à 0 avant Jésus-Christ, un débat illustré notamment par les Gracques sur il faut donner aux citoyens romains l'accès à la terre et le droit de produire. Puis l'Empire a résolu le problème en disant aux Romains non mais restez dans Rome et on vous distribuera de l'alimentation. Et donc l'État, en l'occurrence la République puis l'empereur, ont quand même trouvé que c'était plus facile de distribuer gratuitement de l'alimentation que de s'attaquer aux droits des propriétaires fonciers qui dominaient le Sénat. Et toute chose égale par ailleurs, en 1929, finalement, les États-Unis mettent en place les food stamps. Ils ne réforment pas vraiment leur système malgré tout, et on retombe dans la distribution alimentaire. Et puis, si je veux être un peu méchant avec le Brésil, ce qu'a fait Lula, c'est de continuer. Vous savez, au Brésil, il y a deux ministères, un ministère de la grosse agriculture et un ministère de la petite agriculture. En général, c'est le ministère de la grosse agriculture qui l'emporte dans les négociations intergouvernementales. Donc Lula, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont exporté du soja transgénique. Je suis très méchant et très brutal. Ils ont exporté du soja transgénique pas cher aux Chinois, et avec les revenus de ce soja transgénique pas cher, ils ont distribué de l'argent gratuitement à la nouvelle plèbe qu'ils sont en train de créer. Alors, il y a quand même un vrai risque que les États aillent quand même toujours vers la situation la plus simple, qui est surtout de ne pas toucher l'ordre établi et de distribuer de l'alimentation pas chère. Et la question se pose quand même dans nos pays à l'heure actuelle. Moi, quand je vois monter les distributions alimentaires à Paris, je ne sais pas s'il y en a aussi en Suisse à l'heure actuelle, mais c'est très impressionnant. Et au fond, c'est quand même cette question. Est-ce qu'à chaque fois, on résout le problème en refondant l'économie ou juste en distribuant de l'alimentation pour compenser un système qui dysfonctionne? Voilà, donc ça m'intéresserait de voir dans les rapports que vous voyez, est-ce qu'il y a une interpellation des États là-dessus? Est-ce qu'on privilégie certaines solutions plutôt que d'autres? Voilà. Et puis le dernier point, bien sûr, c'est on a évoqué à la fin, dans le cas de la Suisse, les obligations extraterritoriales. Alors c'est vrai que la Suisse a un géant de l'agroalimentaire, Nestlé, là il y a beaucoup de choses, voilà. C'est évident qu'encore une fois, la question se pose de comment, finalement, c'est plus facile d'agir sur des États, parfois,
identifiés, un peu coincés, que sur des acteurs privés. Alors c'est intéressant de voir, est-ce qu'on peut aller vers un système dans lequel, certes, on montre du doigt les États, mais on amène les gros acteurs privés, dont certains doivent avoir un chiffre d'affaires plus important que certains États d'ailleurs, à aussi faire ce type de rapport et quel type de pression on a. Parce qu'au fond, les États, si je comprends bien, ils sont sous la sellette des organisations de la société civile et des autres États. C'est-à-dire qu'il y a un regard critique des États les uns vis-à-vis des autres. Je ne vois pas beaucoup de multinationales se mobilisant pour avoir un regard critique sur d'autres multinationales. Or, ça pourrait être possible. On ne peut pas exclure que demain, Nestlé devienne vertueuse et critique ce que fait Danone. De même que visiblement certains États critiquent les autres États. Alors, est-ce que le monde de l'économie se mobilise pas seulement pour faire bien lui, mais pour reconnaître qu'il faut qu'il fasse pression sur ses collègues? Voilà. Est-ce que ce sont des alliés potentiels? Voilà, c'était... Après, vous voyez, c'était une série de questions. Après, vous pouvez vous sentir libre d'en poser des dizaines d'autres, mais on m'avait dit que la première question était très difficile à poser. Alors, j'en ai tout de suite une dizaine, comme ça, vous ne devriez pas avoir de problème pour la suite. Vous répondez tout de suite ou on passe la parole à la salle pour des questions complémentaires? Non, ça va. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Non, je veux bien essayer. Merci. Donc sur la responsabilité des États et les ressources disponibles, donc évidemment qu'il y a des différences de ressources disponibles entre États, hein, d'accord. Donc ce que font les organes des Nations Unies qui doivent contrôler ce que font les États, c'est qu'ils font la distinction entre ce que les États peuvent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Bon, il y a une distinction première qui est faite, et après il y a évidemment une distinction selon les États et leurs ressources. Les mots-clés, c'est agir. C'est-à-dire que les États sont engagés à agir quand ils ont adopté les traités sur le droit à l'alimentation, par exemple. Et donc, on revient à ce tabou, quand un État, quand la question est taboue et que le gouvernement ne reconnaît pas sa responsabilité et ne met pas en œuvre des politiques, en faisant participer les plus vulnérables, etc., il y a déjà une violation première qui est le fait de ne pas agir. Et puis, il y a un deuxième mot-clé, enfin deux mots-clés, c'est réalisation progressive. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de progresser dans la réalisation du droit à l'alimentation, du droit à la santé, à l'éducation, au logement, etc. Et donc, ce que regardent les comités des Nations Unies et ce qu'on a fait avec Ziegler, c'est qu'on a regardé l'évolution dans les dernières années. Est-ce qu'il y a une évolution dans la proportion du budget de l'agriculture, par exemple, qui va aux petits paysans? Est-ce qu'il y a une évolution dans la diminution de la mortalité infantile, de la sous-alimentation, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait une réalisation progressive, qui est la même pour tout le monde. C'est pas parce qu'on part d'un état assez bon qu'on ne doit pas progresser, c'est pas parce qu'on part d'un état mauvais qu'on ne doit pas progresser. Donc il y a ces deux notions qui nous permettent de nous adapter au fait que certains états n'ont pas beaucoup de ressources. Après, il y a une troisième dimension, c'est un engagement de coopération et d'assistance internationale. Et donc là, il y a une obligation pour les états qui n'ont pas de ressources d'appeler à l'aide internationale pour ces questions. Et donc c'était un des points qu'on a mis en évidence quand on a été au Niger, c'est-à-dire qu'on a accusé le président de premièrement nier la situation, mais deuxièmement de ne pas appeler à l'aide internationale. Et donc, ce qui impliquait que des milliers d'enfants sont morts de faim au Niger en 2005. Voilà, donc il y a ces trois dimensions. Et puis après, il ne faut pas non plus généraliser, évidemment, je sais que vous savez très bien ça, mais pour répondre un petit peu à la question provocatrice, évidemment qu'il y a plein d'États du Sud qui ont plein de ressources, hein. Et donc il y a des États, il y a des ONG, par exemple le Centre pour les droits économiques et sociaux qui est basé à Madrid, qui fait des études comparatives sur l'utilisation des budgets, par exemple de la RDC, par exemple du Congo-Brazzaville, par exemple tous ces États qui ont du pétrole, qui ont beaucoup de ressources, et qui permettent, doivent, ou etc., permettre à des entreprises de venir dans le territoire et de ne pas payer de taxes. Au Guatemala, par exemple, les taxes sont hyper basses. Et donc, il n'y a pas de budget à disposition pour l'agriculture, pour le développement social, etc. Mais c'est une question fiscale, hein. Il y a un accord de paix, 36 ans de guerre au Guatemala, il y a un accord de paix en 96. Dans les accords de paix, il est dit qu'il faudrait 12% du budget de taxes pour citoyens et puis industrie. Pour l'instant on est à 2 ou 3%. Il n'y a pas de volonté fiscale, il n'y a pas de volonté du gouvernement de taxer les entreprises, d'utiliser les ressources du pays
pour pouvoir redistribuer, faire des programmes sociaux, etc., etc. Donc il faut aussi regarder les ressources qu'ont le pays et ce qu'en fait le pays. Donc il y a des ONG qui font des analyses de budget pour voir comment les budgets sont utilisés pour réaliser les droits économiques, sociaux et culturels. Sur la question de Lula, alors évidemment, normalement je dis toujours qu'il fait plein de choses bien, puis après il y a les limites. Donc oui, la réforme agraire n'a pas avancé sous Lula. Sur les causes structurelles de la faim, on peut énormément critiquer ce qui a été fait au Brésil, et la situation n'a pas énormément changé dans les questions structurelles, discrimination, exclusion, accès aux ressources productives. Bien sûr, donc il y a eu ces 2 ministères qui ont été créés depuis le début sous Lula. Donc votre question... Voilà, donc est-ce que c'est plus simple de simplement distribuer de l'alimentation que... Donc oui, évidemment oui, c'est plus simple. La définition de droit à l'alimentation, c'est le droit de pouvoir s'alimenter dans la dignité. Ce pouvoir soi-même s'alimenter dans la dignité. Donc on n'est pas du tout dans une perspective où c'est le droit de recevoir de l'aide alimentaire pendant 20 ans, c'est pas du tout ça. Donc tout le travail de Ziegler et puis maintenant Olivier de Schutter, le nouveau rapporteur, et puis des FIAN, c'est tout sur l'accès aux ressources productives, sur l'accès à un salaire, sur voilà, les conditions d'échange, etc. Donc le travail qui est fait, par exemple, quand on fait une mission, c'est très large, c'est sur toutes ces questions pour pouvoir accéder à l'alimentation par soi-même. On a eu une discussion avec le ministère de la Défense en Israël sur le droit à l'eau en Palestine. Enfin, il disait le droit à l'eau des Palestiniens est réalisé. On leur prend l'eau, mais on a une compagnie qui leur distribue de l'eau, donc leur droit à l'eau est réalisé. Donc, voilà, donc on a expliqué le droit d'avoir accès à l'eau soi-même, dans la dignité, voilà, dans ce cas-là, était violé. Le droit d'avoir accès à ses ressources naturelles était violé, etc., etc. Mais donc il y a en effet cette distinction. Maintenant, il faut avouer, et je le fais dans la conclusion de l'ouvrage, que quand on parle d'accès à la justice et d'intervention des juges, en tout cas dans tous les cas que j'ai vus, c'était toujours le minimum. C'était le droit d'être à l'abri de la faim, c'était le minimum, le noyau dur qui était protégé par les juges, et c'était quasiment toujours des distributions alimentaires qui devaient être mises en œuvre, des programmes. Alors dans certains cas en Amérique latine, Argentine, Colombie, il y a aussi des programmes de développement qui doivent être mis en œuvre par les gouvernements. Les juges obligent les gouvernements à adopter des budgets pour des politiques de développement pour les déplacés, pour les personnes autochtones. Donc là, il y a aussi un peu une dimension. Mais enfin, en Inde, c'est vraiment distribution alimentaire. Quand les juges interviennent et se sentent légitimés pour intervenir, c'est vraiment que les gens sont en train de mourir de faim et que les juges sont le dernier gardien de ce humanité ou noyau dur. Donc là, c'est vrai que l'accès à la justice, il y a quand même une limite. Mais quand on parle du droit à l'alimentation générale, du travail des rapporteurs, du travail des experts, on parle du droit de pouvoir se nourrir dans la dignité. Et puis la dernière question sur les obligations extraterritoriales. Alors, je ne vais pas répondre en fait sur est-ce que c'est des alliés, est-ce qu'ils peuvent se critiquer entre eux, j'en sais rien. Nestlé a évidemment une politique depuis un petit moment là de promotion de ses activités. On a fait même des conférences à l'Institut avec. Mais maintenant la question pour nous, quand on parle d'obligation extraterritoriale, c'est le rôle de l'État de contrôler les entreprises. Donc est-ce que l'État peut contrôler, peut critiquer les entreprises? Et donc cette campagne Droits sans frontières, elle veut mettre l'État suisse, le Parlement suisse devant ses responsabilités en disant vous devez faire en sorte, adopter des lois pour que les entreprises suisses à l'étranger ne violent pas les droits humains. Et là, voilà, ça c'est pour la question basée sur les droits de l'homme, c'est ça la vraie question. J'étais une fois à un débat où il y avait Michel Rocard, il y avait Ruth Dreyfus, voilà, bon, plein de personnes qui ont eu des responsabilités très élevées dans les gouvernements, et on leur a demandé, on leur a dit, aux Nations Unies, on nous dit que les États devraient réglementer une obligation de protéger. Est-ce que vous auriez pu prendre le téléphone et appeler Nestlé ou appeler Vivendi et dire, vous devriez respecter le droit d'alimentation en Colombie ou le droit à l'eau, voilà. En Argentine, ils ont rigolé. Je veux dire, c'est pas du tout la dynamique dans laquelle sont les relations entre un État et ses plus grandes entreprises, apparemment. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail très important à faire sur le Parlement et que le Parlement prenne son responsabilité. Donc voilà, je vous invite aussi à signer la pétition.